Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un live spécial, donc évidemment sur Next Gen Auto, sur la chaîne Twitch du site, puisque on a appris ce matin, après pas mal de journées de rumeurs différentes, que Alpine et Esteban Ocon allaient se séparer à la fin de l'année. Du coup, comme on a pris l'habitude, on va vous faire un petit live pour débriefer tout ça, voir un petit peu le pourquoi, le comment, les conséquences pour Alpine, les conséquences pour Esteban Ocon et globalement les effets que ça va avoir aussi sur le domino qu'est le marché des transferts, puisque forcément ça va avoir un impact sur pas mal d'équipes, euh, notamment Alpine, mais aussi les probables équipes dans lesquelles ira Esteban Ocon. On est deux pour en parler comme d'habitude ce soir avec Franck. Ça va Franck? Salut, bonsoir tout le monde. Bah écoutez, oui, l'annonce était un petit peu attendue, l'annonce de la séparation d'Esteban Ocon avec Alpine. On va effectivement parler un peu aussi du contexte dans lequel cette annonce a été faite. C'est aussi très important en termes de perception alors pour les fans de F1 très assidus que vous êtes, puisque vous êtes sur la chaîne Twitch, donc je suppose que vous lisez activement l'actualité F1. Mais il y a aussi la partie des fans qui est quand même un peu moins intéressée par toutes les coulisses de la F1, qui est plutôt entre guillemets ce qu'on appelle le grand public, et qui va percevoir effectivement cette annonce de manière assez différente. On va l'expliquer pourquoi. C'est ça, c'est vrai que alors, ça intervient dans un contexte qui est déjà pas si simple, puisque ça intervient 8 jours après le fameux Grand Prix de Monaco, durant lequel Esteban Ocon a attaqué Pierre Gasly, qui a eu accrochage entre les deux, qui a eu le petit craquage nerveux de Bruno Famin en direct sur Canal+. Et au final, on a passé la semaine dernière à parler d'une possible sanction avec une suspension ou quoi. Ce n'est pas arrivé, mais dans ce contexte-là, Alpine annonce la séparation avec Esteban Ocon à la fin de la saison. Donc Ocon finira bien les 16 courses restantes dans l'équipe, mais effectivement, il n'a pas encore signé ailleurs. Normalement, la coutume en Formule 1, c'est pas une obligation, mais ça arrive plus souvent, c'est d'annoncer un départ et dans la foulée, on annonce la destination du pilote. Là, c'est vrai qu'avec ce côté sans suite, c'est-à-dire que pour l'instant, on annonce juste une rupture, il y a un peu un côté où Alpine fait planer le doute sur le fait que ce soit en partie dû à ce non-respect de consigne, même si on sait de manière quasi certaine que la décision a été prise avant ce Grand Prix de Monaco et avant le fameux incident. Après, du coup, est-ce que pour toi c'est maladroit ou est-ce que c'est fait exprès ou tout simplement est-ce que l'annonce d'Ocon ailleurs peut encore arriver dans les prochaines heures? Oui, effectivement, on a attendu avec Manu toute l'après-midi de voir si effectivement il allait y avoir une autre équipe qui allait annoncer Esteban Ocon. Parce que, comme tu le dis, la règle en général, c'est on annonce un départ et en général l'arrivée, surtout en ce qui concerne les pilotes, dans les heures qui suivent, il y a l'annonce du transfert qui se fait et ça fait pas office de beaucoup de débats. Là, comme tu le dis, il y a le contexte de Monaco, il y a les propos de Bruno Famin en direct à Canal+, qui à mon avis sont c'est un communiqué entre guillemets intelligent dans le sens, on justifie un petit peu les propos du directeur d'équipe, Mmh. en tout cas aux yeux du grand public, puisque voilà, ça veut peut-être un peu dire, voilà, on sanctionne Esteban Ocon par rapport à sa boulette de Monaco. C'est aussi, alors certes, c'est une perception qui est donnée qui crédibilise la parole de Famin sur cet instant-là, mais c'est quand même extrêmement maladroit sur le long terme parce que tout le monde sait, et ça va se savoir, et ça finira par se savoir par tout le monde, qu'Esteban Ocon cherchait à quitter l'équipe déjà depuis quelques semaines. En tout cas, évaluer toutes ces options possibles parce que voilà, très déçu de la tournure des événements chez Alpine, régression très nette depuis, bon, pas maintenant, mais à Bahreïn, quand ils se sont trouvés derniers sur la grille de départ, franchement, c'était la douche froide, je pense, Ouais. autant pour Esteban Ocon que pour Pierre Et Gasly. même maintenant, ils sont toujours en retrait de ce qu'ils étaient de 2020 à 2023. Oui, tout à fait. Donc c'est pas du tout une pente ascendante pour Alpine. Les départs en cascade et tout ça, c'est pas fait pour assurer, même s'il y a quelques recrutements voilà, qui ont été faits. Il y a encore une fois voilà, un plan à long terme à remettre en place, qui fait que voilà, pour les pilotes comme Esteban Ocon qui cherchent un peu à trouver le succès immédiatement, le pari Alpine F1 n'est pas franchement le bon. Et quand on sait les difficultés entre guillemets aussi du côté de la motorisation, on n'est pas certain que Alpine et Renault aient le meilleur projet moteur pour 2026 aussi. Donc finalement, se chercher une porte de sortie avant même ce crash de Monaco, parce qu'on en est quasiment sûr à 99,99% que la séparation était déjà dans l'air entre les deux. Donc voilà, c'est une justification du côté de l'équipe pour dire on a tranché dans le vif, aux yeux du grand public, on a tranché. En réalité, voilà, ça fait paraître une petite sanction médiatique
un peu, voilà, un peu, ouais, je sais pas, un peu douteuse pour nous qui sommes passionnés de F1, qui suivons l'actualité de la F1. Mm. Et voilà, pour les fans, pour les assidus, c'est assez maladroit. Maintenant, voilà, pour les 2 millions de personnes qui suivent la F1 uniquement sur Canal et qui éteignent leur télé le dimanche et qui la rallument ou le vendredi ou le samedi ou le dimanche, ça passera effectivement pendant un premier temps en tout cas, comme une sanction par rapport à ce qui s'est passé à Monaco. C'est ça. Et c'est pas forcément extrêmement bon non plus, parce que Esteban Ocon est un pilote qui est très apprécié quand même du public français, donc il va falloir quand même l'expliquer. Et nul doute que Esteban Ocon le fera. Il s'est déjà plus ou moins justifié par une longue série de tweets et aussi posts sur Instagram vendredi soir. Mm. Certainement un préambule à cette annonce, voilà, avec Manu, on avait été tuyauté effectivement sur le fait que ça allait sortir aujourd'hui. On avait aussi parlé ce matin. J'avais laissé un peu le conditionnel dans mon article, mais on savait que ça allait sortir dans la journée. Donc voilà, on était déjà prêt à faire ce live avec vous ce soir. mais voilà, c'est juste une question de comment gérer le timing et sauver la face pour les deux parties, quoi. Donc voilà, c'est le fait qu'il y ait une annonce de départ sans transfert derrière, ça fait apparaître la chose comme une sanction. Voilà. Comme le dit Nitram dans le chat, Ocon a dit je resterai pas l'an prochain et Alpine a dit bah, comme ça on te vire alors, mais c'est un peu ça. C'est vrai que on sent que l'annonce est de toute façon sur quelque chose qui était évident, qui était préparé depuis longtemps, tout en évitant totalement l'aspect sanction dans le communiqué de presse qui était finalement plutôt langue de bois, mais en tout cas vraiment plat, on va dire. On se remercie beaucoup de ça, alors que on sait que l'ambiance n'en est pas là actuellement dans l'équipe. So Bright and Delicate pose une question aussi. Pierre Gasly est-il en conséquence assuré de rester chez Alpine? Pas du tout, puisque Ocon cherchait ailleurs, mais Gasly aussi. Gasly a eu des contacts très clairs avec Sauber Audi, puisque ça a été confirmé aussi par Alessandro Aluni-Bravi. On pense qu'il y a eu d'autres contacts. Il a peut-être moins d'options qu'Esteban Ocon, mais on ne sait pas s'il a été aussi contacté par As. Toujours est-il que non, Alpine peut largement perdre aussi Gasly. Donc ça, on en reparlera après, parce qu'on va refaire un point transfert global, mais ça peut arriver. Le truc, c'est que effectivement, maintenant, la question, c'est de savoir si déjà ce que va faire Ocon l'an prochain, parce que ça, c'est vrai que, enfin, je pense qu'on a tout dit globalement sur le contexte de séparation, mais oui. De toute façon, voilà, on sait que la saison risque d'être un peu longue quand même, parce qu'il leur reste 16 courses ensemble, et derrière le communiqué de presse, je pense que le moindre pas de travers de l'un ou de l'autre va engendrer vraiment des règlements de compte, du lavage de linge sale en public. Ouais, et puis évidemment là, pour le coup, l'accrochage sera vraiment interdit, parce que là, effectivement, il y a eu en l'air l'idée de pouvoir suspendre Ocon pour une course. Oui. Je pense que c'est ni dans l'intérêt d'Ocon, ni dans l'intérêt d'Alpine de se passer de son pilote le plus rapide, parce que clairement, bon, certes, entre les deux, il n'y a pas grand-chose de différence, mais Esteban Ocon garde quand même un poil l'avantage sur Pierre Gasly en termes de performance pure, même si c'était pas le cas pour le coup à Monaco. Mais en moyenne globale, c'était plutôt Esteban devant Pierre. Donc voilà, ils sauvent la face tous les deux en faisant les. Par contre, effectivement, je pense que ça a dû discuter ferme pour dire que maintenant il n'y a plus de pas de travers entre les deux. Sinon, ça se finira effectivement peut-être par une course ou une sanction financière ou autre chose. Rappelons que Esteban aussi est managé par Toto Wolff, donc je suppose aussi que Toto Wolff a été aussi impliqué dans ces discussions. Certainement. Sur la manière de gérer ça, sur comment sanctionner un pilote aussi derrière. Je ne sais pas si ce genre de choses est prévu d'office dans les contrats ou pas. Certainement, il y a quelques clauses qui doivent être incluses, en tout cas en termes de respect d'équipier. Donc, je ne doute pas qu'Alpine ait quelques options juridiques à saisir. Maintenant, entre les options juridiques à saisir et le bon sens, il faut savoir parfois nuancer les choses. Donc, voilà, on espère juste que ça se terminera bien pour Alpine avec ces deux pilotes-là. Qu'il n'y aura pas plus d'eau dans le gaz, parce que Alpine a besoin de se redresser et donc d'avoir deux pilotes qui, voilà, comme disait Pierre, marquent des points, quoi. Donc ça sera pas grand chose en plus, ça sera des 1 point, des 2 points, peut-être des 3 points de temps en temps. C'est ça. Grand maximum, et donc toute bêtise inutile est à éviter, surtout avec son équipier. Ouais, exactement. Alors salut à celles et ceux qui arrivent encore, parce que je vois qu'on est de plus en plus et il y a des gens qui disent bonjour dans le chat. C'est vrai que effectivement Alpine va avoir besoin de stabilité sur la fin de saison pour aussi préparer l'après, parce qu'un après qui va être possiblement autour de Pierre Gasly. Je pense que pour eux maintenant ils vont mettre le paquet quand même sur le fait de garder Gasly, parce que partir avec un nouveau duo l'an prochain ce serait vraiment compliqué compte tenu de l'état de performance de l'équipe. S'ils le peuvent, oui, s'ils peuvent le retirer. C'est ça. Et justement, Lord Phoenix demande, est-ce que ça ne montre pas que les problèmes de relations dépassent pas largement le cadre des pilotes? Mais bien sûr que si. Ça montre qu'il y a un vrai problème de management et de leadership dans cette équipe, et que
en tout cas sous la direction de Bruno Famin, c'est pas encore ça. Alors c'est mieux que quand c'était Laurent Rossi, mais on voit que chez Alpine, il n'y a pas le problème se cantonne pas au duo et l'an prochain, s'ils mettent Gasly, Schumacher ou je sais pas qui, on verra ça après, mais ça n'empêchera pas que ce genre de problème arrive. Donc c'est un petit peu compliqué. Peut-être que juste ils auront plus de manières de comment dire de verrouiller l'autre pilote en faisant un peu plus de chantage, quoi. Mais sinon, à part ça, il y aura pas trop de changements. Pour Ocon, alors évidemment, il y a plusieurs options. Il y en a deux principales quand même qui sont Haas et Sauber Audi. Moi personnellement, je mettrais plutôt une pièce sur As parce que tout simplement, je pense qu'il y a un côté un peu plus rassurant à avoir un moteur Ferrari. Et puis, ça a l'air d'être quand même la tendance avec la possibilité de devenir le leader là-bas, parce que je pense qu'eux auront deux nouveaux pilotes. Et Sauber Audi, c'est quand même le risque d'avoir une saison 2025 très très compliquée sur les bases de 2024 avec Stake qui est dernière. Donc, moi personnellement, je mettrais plutôt sur As. Je sais pas toi ce que t'en penses. C'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où effectivement, Sauber Audi, c'est plutôt un projet effectivement qui est qui est très prestigieux. Quand on parle comme d'Audi, c'est quand même pas n'importe qui en termes de marque automobile. Par contre, c'est forcément un projet à très long terme. Et c'est peut-être aussi un peu ça qui fait fuir Carlos Sainz, parce qu'on a quand même plus tendance à voir Carlos Sainz maintenant chez Williams quand même. Équipe qui est quand même pas la mieux dotée du paddock, mais qui a un super directeur d'équipe, on en a déjà parlé, qui a une volonté de faire, de remonter, qui le prouve, mais bon, qui a quand même encore quelques handicaps à surmonter, mais aura le fameux moteur Mercedes pour 2026, et on peut être sûr et certain que Mercedes, si elle n'a pas le meilleur moteur, aura un des meilleurs moteurs en 2026. Donc c'est quand même une garantie de performance, comme effectivement Esteban Ocon pourrait l'avoir chez Haas avec le moteur Ferrari. Du coup, le projet, effectivement, Sauber Audi, qui paraissait extrêmement brillant et très attractif pour tous les pilotes qui étaient sur la liste, commence un peu à faire déchanter, parce qu'on quid de la compétitivité du moteur Audi en 2026, personne ne la connaît, et les bases actuelles de Stake Sauber, elles sont quand même vraiment très très bancal en termes de performance. C'est pas ça du tout. En tout cas, ça montre pas de signe de progrès, ça montre pas que l'équipe technique est capable de faire progresser une monoplace, même si les règles dans le 2026 n'auront, je vais pas dire rien à voir, parce qu'il y a quand même une base sur l'effet de sol, ce genre de choses. Il y aura quand même quelques bases techniques qui seront un peu similaires, mais l'argumentation sera quand même assez différente au point de devoir reconstruire évidemment une Formule 1 du tout au tout. Donc ce projet Audi, effectivement, finalement, est-ce qu'il est aussi attirant qu'il ne le paraissait il y a 2 ou 3 mois sur le marché des transferts? Clairement non. Voilà. C'est ça. Hein. Je pense qu'il y a une grosse armada technique et il y a une grosse puissance financière, ça faut pas le nier. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe. Le projet paraissait énorme et on pensait qu'il y aurait peut-être 5-6 candidats au baquet. Finalement, on voit qu'il n'y a plus qu'un baquet et qu'en fait, il n'y a pas une évidence au niveau des candidats. Donc c'est plutôt surprenant. Et du coup, As, alors comme le dit Lambeau Diablo, il dit As, moteur Ferrari et Komatsu anti-manager, c'est pas si mal. Et moi, je suis totalement d'accord. L'équipe a vraiment totalement changé de dynamique. Le moteur Ferrari a toujours été bon, mais aujourd'hui, la voiture a l'air mieux conçue autour. Déjà, en termes de fiabilité, il y a beaucoup moins de casse qu'il y avait il y a 1 ou 2 ans chez As. Et 2, en termes de performance et de gestion, globalement, on voit des développements, on voit ce qui semblait être une meilleure gestion des ressources. Et des décisions, on en revient toujours à cette décision en début de saison de faire 3 jours d'essai à Bahreïn uniquement basé sur les longs relais qui payent et qui font que l'équipe est totalement dans une situation différente. Et moi je pense que effectivement chez As il y a ce côté où on a peut-être enfin la possibilité de revoir As comme elle était en 2018, c'est-à-dire une équipe qui est capable de jouer les points à la régulière, de jouer mieux de temps en temps et de finalement faire des coups d'éclat. Et je pense que pour un pilote comme Ocon qui se dit moi je peux apporter une touche en plus, ça fait ce côté où potentiellement As peut devenir une outsider, alors derrière les top teams évidemment, mais en bon milieu de peloton quoi. Le problème pour As, effectivement, c'est que, comme Gunther Steiner l'a déjà dit, c'est que c'est une équipe qui, malheureusement, pour viser le podium et mieux, n'a pas les ressources pour aussi. Et est-ce que du coup Esteban Ocon va rechercher une réussite entre guillemets à court terme? Dans ce cas, pourquoi pas plutôt viser un baquet chez Mercedes, puisque on sait très bien que Toto Wolff pourrait ouvrir le baquet Mercedes que pour une seule année, si besoin. Donc ça reste une option aussi à ne pas négliger, l'option Mercedes, puisqu'on rappelle que Ocon avait quand même bien stipulé il y a quelques courses qu'il était encore un pilote junior Mercedes dans sa tête. Je pense que ça a dû aussi beaucoup être apprécié chez Alpine.
Donc voilà, c'est pas une piste à écarter aussi. Donc je sais pas quelle est la réflexion d'Esteban à ce niveau-là. En tout cas, le marché des transferts est tellement complexe que tout est entre guillemets plausible encore à cette heure. Genre, on plaisantait tout à l'heure avec Manu en discutant sur les options, même dire pourquoi même pas le retrouver à côté de Max Verstappen chez Red Bull. Oui, parce que Red Bull a parlé d'une annonce à venir dans les prochaines heures Exactement, ou jours. je veux dire, il y a rien qui pourrait l'exclure, à part le fait que les deux s'entendaient pas trop. Donc, on sait très bien que quand Esteban s'entend pas trop avec ses équipiers, ça peut mal finir. Mais ça pourrait être pire, parce qu'imagine que Max parte chez Mercedes et qu'il nous refasse le duo Ocon-Pérez, mais chez Red Bull. Ça serait très drôle. Ça serait très drôle. Mais non, mais voilà, moi honnêtement, je sais pas je suis pas dans la tête d'Esteban Ocon évidemment, mais et les garanties que peut donner Sauber Audi pour 2026. Mais si j'étais lui, puisqu'il est encore relativement jeune, je parierais quand même plutôt sur un projet qui peut avoir un avenir entre guillemets en termes de podium et de victoire, qui serait le projet Audi, plutôt que de s'enterrer chez As Ferrari, qui au mieux peut-être pourra jouer un top 4 constructeur. Voilà, c'est juste ma réflexion du moment. Je veux dire, là, c'est évidemment un pari à prendre sur l'avenir. Hein. Voilà. Et maintenant, un Ocon chez Williams, c'est a priori plutôt exclu aussi, parce que j'ai entendu parler effectivement de ça. Parce que James Wolfe n'apprécie pas trop le côté. On en revient un petit peu toujours à cette image qu'Esteban s'est donné un petit peu de pilote un peu plus égoïste, un peu moins team player que d'autres. Une image d'ailleurs qui commence à lui faire un peu de tort, hein, parce que si vous avez lu effectivement les propos de Gunther Steiner suite à cette séparation, il dit quand même que voilà, lui en tant que patron d'équipe, s'il devait revenir aux commandes, un Esteban Ocon à gérer avec un autre équipier, il n'est pas certain, quoi. Ça veut donc dire que cette image de pilote qui s'entendrait moins bien que son équipier, aurait du mal à suivre les consignes d'équipe, elle est là, elle persiste. Alors que lui, il est dans le paddock depuis très longtemps, et voilà, donc c'est pas non plus quelque chose qui a joué en sa faveur. Mais ce qui est globalement, enfin moi je trouve que là pour le coup, Steiner n'a pas la, parce que finalement c'est Steiner qui en parle et c'est pas, je trouve pas qu'il ait l'observation que doit avoir un team principal, parce que oui, Ocon là récemment, la dernière course en question a fait une connerie, ça c'est une chose, et il l'a déjà fait 2-3 fois dans sa carrière. Il a fait Hongrie 2022, il a fait Bakou 2018, mais il est pas moins team player qu'un autre en fait, parce que tous les pilotes à un moment ou à un autre ont tenté d'attaquer leur équipier, ont bravé une consigne, on n'en fait pas un foin à chaque fois, on en fait de temps en temps, ça on dit tel pilote fait mal, mais je veux dire, quand c'était Sébastien Vettel qui décide de résister à Charles Leclerc et qui fout les 2 Ferrari dehors au Brésil 2022, on n'est pas venu dire c'est pas un team player. Pourtant c'était pas la première fois qu'il le faisait dans sa carrière, et il a jamais été team player parce qu'il a fait aussi Multi 21, etc. Et on disait non mais Vettel ça va, donc je trouve ça dommage. C'est bien une question d'image et de perception donnée, c'est surtout ça. En fait. C'est ça qui est terrible, mais je comprends pas pourquoi, parce que Ocon n'a pas forcément. La réalité, ouais. Le pire, c'est que Ocon, dans ses déclarations depuis le début de saison, est ultra team player en disant on va y arriver, l'équipe fait un travail incroyable et tout, on baisse pas les bras. Et ça me paraît toujours un peu bizarre en fait qu'on en vienne. D'ailleurs, il a répondu d'ailleurs à ces critiques dans son salon série de tweets. Hein, voilà, donc voilà, c'est juste une question effectivement de réalité versus image, et c'est toujours pareil. C'est à force de dire que le loup est dans la bergerie, vous croyez que le loup est dans la bergerie alors qu'il l'est pas forcément. Et c'est un peu le problème aussi de la F1, de sa portée médiatique. Et bon, après Gunther Steiner, maintenant il est plus passé dans la position de consultant, et forcément a toujours un petit peu à envenimer un peu les choses, forcément, parce que c'est un peu dans sa nature aussi de faire parler et d'émoustiller un peu les commentaires. Donc je suis pas très étonné de ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a aussi dit que Alpine F1 ne devait pas signer Mick Schumacher. Alors oui, il l'a dit parce que c'est pas une question de performance, parce que lui il a géré, c'est surtout parce que Alpine F1 étant Alpine F1, elle se doit d'avoir les meilleurs pilotes disponibles, et donc attirer quelqu'un de meilleur entre guillemets que Mick Schumacher. C'est ça. C'est sympa pour Mick, c'est sûr. C'est en fait Douane aussi qui attend aussi, donc voilà, c'est. Il a pas tort en même temps. Hein. Alpine F1, équipe constructeur, normalement devrait pouvoir attirer des grands noms. Donc c'est ça. Mais en fait, là encore une fois, c'est une vision totalement pas réaliste de la part de Steiner, parce que oui, Alpine devrait pouvoir, mais aujourd'hui Alpine ne peut pas. Je veux dire, encore une fois, quel grand pilote aurait envie d'aller s'enterrer là-bas quand on sait que 1, ils ont raté leur dernier moteur en date, et 2, ils ont raté leur dernier châssis en date. Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y a pas de direction technique vraiment, parce que ça s'est mal passé. Il n'y a pas vraiment de leadership à la tête de l'équipe. Enfin, qui a envie d'aller là-bas à part des pilotes de seconde zone? Et Gasly, je comprends qu'il a envie d'y rester. C'est un projet dans lequel, même s'il y reste, oui, parce qu'il y est depuis 2 ans, il peut encore développer le truc, il peut y être à long terme, il peut refaire 3-4 ans et voir où ça ira. Mais un Ocon, c'est aussi normal qu'il veuille partir. Depuis le temps, ça fait 5 ans qu'il est là, l'équipe n'a fait
elle a fait une saison de progression, une saison de stagnation en 2022 où elle fait pas de podium, mais au niveau des performances pures, on est vraiment bien, on est quasiment sur des top 5, et derrière, c'est la dégringolade. Donc, moi, je comprends que les pilotes aient envie de partir. Après, Vas-y. non, juste pour Pierre Gasly, effectivement, c'est pas exclu, comme tu disais tout à l'heure, que lui aussi parte, parce que si effectivement le projet Sauber Audi ne trouve pas de candidat en Sainz et en Ocon, ce qui est fort possible, parce qu'on parle d'Ocon effectivement peut-être plutôt chez As si Ocon raisonne court terme et si Sainz se dirige plutôt vers Williams, on peut très très bien voir un Pierre Gasly partir chez Audi aux côtés de Hülkenberg. Et du coup, effectivement, c'est 2 pilotes à recruter chez Alpine et c'est plus la même chose. Et là, il faut du coup un pilote d'expérience. Et là, je pense que vous pouvez parier à 89% que si on a Sainz chez Williams et Gasly chez Sauber Audi, vous verrez Valtteri Bottas arriver chez Alpine. C'est possible. Forcément le plus expérimenté, peut-être le plus travailleur pour remonter un projet et redresser une équipe. Ouais, je pense que c'est pour ça parce qu'on se posait la question de pourquoi Bottas n'est absolument pas inquiet, mais je pense que il sait très bien qu'il sera pas le premier choix. Ouais. C'est ça, dans tous les scénarios, il a une case. Ouais, il a sa place pour atterrir. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être pas mal. Alors je sais pas si on va peut-être un peu parler des transferts parce que on a eu des questions sur Oui. Alpine tout à l'heure, notamment le fait que Mohamed Ben Sulayem m'a dit l'autre jour qu'il y avait plusieurs équipes sur le peloton actuel qui avaient du mal à avoir de la gestion, une bonne gestion, etc. Et c'était Nitram qui demandait si c'était d'Alpine qu'il parlait. Moi, je pense que oui. Je sais pas Alpine, ce que t'en... ouais. Et As. Et As, et encore que... forcément. Ça a une bonne gestion maintenant, mais bon, ça reste quand même un projet un peu sous-financé, je veux dire, par rapport au reste. Donc c'est clair qu'un Andretti qui remplacerait As, je pense que personne s'en plaindrait, entre guillemets, à part les membres de l'équipe As, qui je pense seraient aussi peut-être seulement recrutés derrière. Mais bon, en termes de bataille d'ego personnel aussi entre Gene Haas et Michael Andretti, je pense que c'est aussi un peu pour ça que ça pourrait pas se faire. Oui. C'est malheureux, mais bon, après... le projet Alpine, le revendre, pour l'instant, il n'en est pas question. Il y a eu d'autres rumeurs, par contre, plutôt côté motorisation, comme effectivement il y a eu un accord qui s'est finalisé entre Renault et Geely Group pour toute la partie motorisation du futur, donc tout ce qui est hybride, électrique, avec un accord à 50-50 dans une joint venture. Voilà, ils sont pour toutes les motorisations du futur. Certains ont déjà vu une possibilité que le motoriste Renault laisse sa place en termes de naming, je parle bien en termes de naming, à Geely, donc du coup chinois, ou plutôt à Horsepower, je sais pas comment, ouais, c'est Horsepower Group comme il s'appelle, donc à dominante, voilà, ça serait 50% français, 50% chinois, et du coup peut-être l'arrivée de Joe avec donc un retour entre guillemets de Joe chez Alpine, chez Renault, puisqu'en fait c'était un pilote junior de Renault, on le rappelle, ce qui pourrait sauver la place de Joe. Le problème, c'est que voilà, c'est juste sauver la place de quelqu'un qui aujourd'hui malheureusement a montré ses limites en F1 et ne progresse plus. Donc ce serait malheureux, ce serait très malheureux, je vous le dis, je vous le cache pas, que Joe revienne en F1 chez Alpine grâce à cela. Donc je pense que malheureusement, s'il y a des gens qui doivent partir sur la grille aujourd'hui, c'est Stroll. Mais bon, il est verrouillé. Ouais. Et Joe aussi en fait partie, donc bon, Sargent, ça va se régler de tout seul, mais Joe, malheureusement, doit aussi maintenant penser à laisser sa place à d'autres. Maintenant, même si la F1 vise la Chine, l'Asie à fond, et qu'il faut essayer de sauver le soldat Joe à tout prix, ça reste compliqué, quoi. Quand dans une F1 hyper compétitive avec 20 voitures où tout le monde doit marquer les meilleurs nombres de points possibles, même un Logan Sargent soutenu par le Doriton Capital, ça suffit pas. Donc un Joe soutenu par Geely, ça risque pas de suffire non plus. Moi, c'est pas pour être méchant avec Joe parce que c'est un excellent pilote. Il est en Formule 1, il est pas pour rien et il a fait des très belles choses et il a eu à subir beaucoup de critiques injustifiées. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il a déjà atteint son plafond de verre. Maintenant que Bottas s'est un peu repris, on voit qu'il y a quand même 8-0 entre les deux. Bottas l'éclate au quotidien et c'est pas pour être méchant avec lui, mais si Alpine revient vers Joe, ça voudra absolument tout dire des ambitions de cette équipe. C'est-à-dire que si on se passe d'un Gasly-Ocon à un duo comportant Joe, ça montre que l'équipe n'attend rien de la Formule 1 et qu'elle est là pour faire une vitrine et faire de l'oseille dessus. Et
Et En voilà. attendant de la vendre au bon prix. Ouais, Voilà. exactement. On fait de la spéculation en se disant, bah, de toute façon, une dernière place en F1 vaut mieux qu'une vente actuelle. Et ça, l'équipe, attendre en gros que la F1 stagne et que parce que comment dire, les valeurs des équipes soient un peu, pas indexées, mais évoluent avec celles de la F1. Donc plus la valeur de la F1 va monter, plus la valeur des équipes va monter aussi. Sauf que, Alpine peut attendre ça pour vendre ensuite son projet. Mais, mais s'ils le font, enfin moi pour moi ça veut dire que déjà il y aura vraiment un déficit en performance parce que Joe est quand même en retrait de ces gens-là et je pense que malheureusement il n'a pas l'expérience pour aider au développement comme il le faut. Et deux, même si enfin, quel que soit le duo en fait, si t'as un Bottas Joe, bah on voit ce que c'est. Je veux dire, ce sera le même Bottas, le même duo que Steak F1, ce qui est quand même pas fou pour un constructeur et ça ira pas très loin quoi. Non, c'est assez limité en fait pour Alpine. Malheureusement, elle aura presque le dernier choix, on va dire, hein. À moins d'être maintenant proactive sur les recrutements Oui. et de proposer quelque chose de ferme à Bottas. Pour moi, c'est la meilleure option, hein. C'est effectivement signer un Bottas. Alors, tout va dépendre effectivement de s'ils réussissent à garder Gasly. C'est vrai. Bon, il faut quand même pas oublier ce paramètre-là. S'ils arrivent à verrouiller Gasly et si Gasly veut effectivement rester, il faut qu'ils le fassent et que ça verrouille au moins cette belle option. Cette belle option qui est au moins quand même de garder Pierre au sein de l'équipe. Voilà, on s'emballe pas. Et à ce moment-là, restera le dilemme à savoir, c'est ce qu'il faut l'associer à un Valtteri Bottas ou effectivement faire débuter un Jack Doohan qui est quand même très très solidement formé en ce moment, qui a vraiment impressionné par toute son, comment dire, son implication sur l'équipe avec des heures et des heures et des heures en simulateur absolument énormes ces derniers temps, des aides pas possibles en termes de réglage sur des tests qu'il fait aussi en direct à Enstone. Il arrive dernièrement sur le circuit, il est vraiment épuisé à chaque fois. Un peu à la manière de ce que faisait d'ailleurs Esteban Chez Mercedes. chez Mercedes, voilà, en à l'époque. 2019, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui a très très impressionné Bruno Famin. Donc, effectivement, Jack Doohan est quand même plus en favori, je veux dire, chez Alpine que Mick Schumacher, même si Mick Schumacher montre un excellent esprit team player, comme on dit, en endurance, voilà, qui s'est extrêmement bien adapté à la série. Et il reste une valeur, certes, il a fait de la F1 pendant 2 ans, il a un peu l'expérience de tout ça, mais voilà, c'est pas le junior d'Alpine, donc après, c'est compliqué, hein, forcément. Là, il y a tellement de choix possibles et de choses sympathiques, on va dire, hein, même pour Alpine, sous effectivement conditions qui réussissent à garder Gasly ou faire venir Bottas. Je vois aussi qu'on a évoqué Ricciardo. Honnêtement, je ne vois pas Ricciardo revenir à Enstone. Non. C'est pas du tout le plan. Tsunoda, par contre, ça peut être une option. Si effectivement Alpine fait un all-in sur Tsunoda pour le faire venir, sachant que Tsunoda et Gasly s'entendent à merveille, ça pourrait effectivement être un duo extrêmement sympathique. Ça voudrait donc dire que Marco se retrouve forcé de reproposer une reconduction de contrat au minimum chez RBF1 à Tsunoda rapidement. Ou une promotion chez Red Bull, mais bon, chez Red Bull, on a quand même l'impression que Perez va encore au moins être prolongé, peut-être pas pour 2 ans, mais pour 1 an encore. Chez Red Bull, de toute façon, tout est compliqué en termes de politique, donc c'est absolument très difficile de décrypter ce qui se passe là-bas. En ce moment, en termes de, voilà, ils pourraient très bien se payer. Alors, un Carlos Sainz, ils le font pas. Je veux dire, voilà, Red Bull Racing, c'est extrêmement particulier sur le marché des transferts parce qu'ils pourraient avoir n'importe quel pilote et ils se contenteraient de Perez. Ou au mieux de Tsunoda, je veux dire, tout le monde a envie de voir plutôt Tsunoda à la place de Perez, parce que Perez, voilà, il a fait son temps et Tsunoda, il a plus que mérité là ces derniers temps de monter. Donc voilà, Tsunoda, moi j'aimerais bien, j'adorerais voir un Yuki Tsunoda chez Alpine. Maintenant, je suis pas sûr que pour Yuki Tsunoda, ça soit la meilleure idée d'y aller. Mais préfère rester chez RBF, hein, je pense à ce niveau-là. C'est ça, voilà. Mais il faut effectivement aussi qu'on lui propose un contrat, donc c'est compliqué pour lui. Si on lui propose effectivement un contrat Alpine F1, il faut que Marcos décide sur l'avenir de Tsunoda. Voilà. Tchum qui demande Tsunoda viendrait avec un moteur Honda. Ce serait le camouflet ultime pour Alpine. On me demandait, il y a plein de questions. Xoan se demandait l'investissement Renault sur le futur moteur, il est déjà engagé ou ils peuvent se retirer sans trop de casse maintenant. Le problème, c'est déjà engagé, oui. Oui, bah oui, parce que de toute façon, il y a des développements qui sont importants assez rapidement. C'était Yuki la menace qui disait Ocon chez Andretti. Bah déjà, il faudrait qu'Andretti ait une place. Donc pour l'instant, c'est pas gagné du tout. Bah oui, en plus le discours a bien changé, c'est que même Zach Brown l'a dit, enfin tout le monde l'a dit, c'est tout un prix maintenant. Enfin, même une équipe qui veut pas vendre en ce moment, si on l'offre le bon prix derrière, elle vendra. Donc
donc mais voilà, est-ce qu'Andretti est capable de sortir 1,5 milliard de dollars, voire 2 milliards de dollars pour se payer une équipe comme Alpine avec un projet moteur derrière forcément à sauver, au moins au début, quitte ensuite à ce que ce soit Cadillac qui est General Motors qui reprennent les activités de Viry. Bref, je sais pas comment ça pourrait se goupiller, mais au moins il y aurait toute la structure pour le faire. Voilà, mais le problème c'est que Alpine pour l'instant est pas du tout vendeur et voilà, et l'image de marque d'ailleurs d'Alpine, ça reste le sport, et sans équipe sportive derrière, l'image elle est pas là. C'est-à-dire que la F1 c'est une telle campagne de communication, ça vous multiplie par 10 ou par 15 les sommes investies. Mais si vous investissez 150 millions dans votre équipe, et encore, ils payent pas tout parce qu'il y a beaucoup de sponsors. C'est en termes d'exposition globale, ce qu'expliquait Mercedes, c'est entre 3 et l'équivalent de 3 à 4 milliards de dollars de publicité à investir en Formule 1. Donc voilà, vous imaginez très bien que c'est extrêmement rentable d'avoir une équipe de F1, surtout en ce moment. C'est ça. Et justement, Lambeau Diablo dit Alpine n'aurait pas intérêt à se concentrer sur le WEC, mais le WEC, les retombées sont pas les mêmes, ça reste limité. 2, il y a la BOP qui fait que tu sais jamais si tu pourras vraiment gagner un WEC, donc il n'y a pas ce côté où tu peux te dire on a une chance d'un jour arriver au sommet. Pour le coup, c'est vraiment une chance, mais c'est de la chance. Et 3, c'est pas Alpine, ça leur prend pas de ressources parce que c'est Signatech qui gère le projet, et le moteur, c'est un moteur Mecachrome, donc même si c'est un peu si c'est lié quand même à la compétition Renault, du groupe Renault, c'est un peu à l'écart. Donc le projet WEC, il prend pas vraiment de ressources à Alpine, et c'est une autre vitrine, c'est pour les 24 heures du Mans notamment, mais il n'y a pas besoin de dire c'est l'un ou l'autre. Donc il pourrait faire les deux de front, comme le fait Ferrari d'ailleurs de très belle manière. Hein. Ferrari fait les deux avec un projet hypercar LMH qui est un peu plus complexe que le LMDH de Alpine, et ils le font très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Xoan, ce qui demande, Alpine a une bonne retombée s'il ne marque pas de points. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur d'une équipe, elle est toujours là. Même si tu n'as pas de points, c'est la valeur d'une équipe qui est dans le championnat de Formule 1. Et aujourd'hui, de toute façon, elle vaut bien plus que ce que Renault l'a racheté à l'époque quand ils ont racheté Lotus fin 2015, où là, elle valait que dalle. Donc, regardez l'image au sein du public français. Hein, l'image d'Alpine, elle est extrêmement bonne. Après, moi, je me suis un peu amusé forcément à regarder un peu les réactions sur les réseaux sociaux depuis l'annonce. Effectivement, il y a du pour ou contre Alpine, il y a du pour ou contre Esteban Ocon. C'est extrêmement diversifié. Ça fait beaucoup réagir. Donc oui, Alpine est une marque qui est soutenue. En plus, vend des voitures. Enfin, la voiture pour l'instant c'est la 110, qui est extrêmement bien construite, bien réputée, qui fait du tort au petit modèle de Porsche, qui n'est pas mal usé en plus en France, donc ça reste une des sportifs qui est abordable, très réussie, que vous pouvez vous payer. Donc oui, l'image d'Alpine elle est là, elle bénéficie du sport, même si sur la piste, selon Claire, c'est pas terrible, mais voilà, c'est clairement c'est bien courir le dimanche pour vendre le lundi, et là c'est même plus bien courir le dimanche pour vendre le lundi, c'est être présent le dimanche pour vendre le lundi. C'est ça. C'est la F1, on est arrivé à ce stade-là en fait. Et Thomas pose une très bonne question aussi, le sommet WEC vaut-il le bas de tableau F1? Et ben non, justement, en termes de retombées... ça dure 3 jours, une semaine, allez, vous gagnez le Mans, ça dure une semaine. Après, c'est ça, t'as la victoire au Mans qui fait vraiment quelque chose, le championnat du monde d'endurance, tout le monde s'en fout dans le grand public. Je veux dire, personne serait... quand je dis grand public, c'est les gens qui vont être au courant aujourd'hui des résultats F1 sans la regarder. Ces gens-là ne seront pas au courant de qui a gagné le championnat du monde d'endurance, ils sauront qui a gagné les 24 heures du Mans, mais d'une manière un peu plus lointaine, et parce que c'est comme ça que ça s'applique, donc forcément il n'y a pas de retombée, même en gagnant le WEC, et de toute façon il faut encore le gagner face à des compétiteurs qui sont au moins aussi bons, et avec une BOP qui de toute façon fera que tu gagneras de peu, donc il n'y aura pas une vraie domination en fait. Là, ce qui a émulé un peu le WEC, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de constructeurs qui s'engagent en même temps. Ce qui fait qu'on en parle beaucoup plus. Effectivement, il y a une concurrence entre plusieurs constructeurs et tout. C'est pas évident de s'imposer, hein, voilà, parce que là, c'est un âge d'or effectivement du WEC pendant quelques années, mais comme toujours, au bout d'un moment, si vous gagnez pas, au fur et à mesure, ça va se retirer. On va peut-être se retrouver de nouveau comme dans le passé avec 2 constructeurs, voire même aucun, enfin un seul. Ouais, c'est ça. Il restera Toyota comme d'habitude. Mais... et Toyota qui gagnait le Mans, certes, on en parlait pendant 2-3 jours, et voilà, ça faisait pas gagner plus de Toyota longtemps. La seule différence, on va dire, mais c'est Ferrari qui a gagné le Mans effectivement l'année dernière. Il y a une vraie portée internationale pendant un peu plus longtemps qu'une victoire de Toyota, mais ça parce que c'est Ferrari. Voilà, mais ça fait pas vendre plus de Ferrari pour autant, parce qu'ils en vendent déjà tellement qu'il y a une longue liste. Vous avez une longue liste d'attente avant de pouvoir acheter une Ferrari, même si vous avez le porte-monnaie pour. C'est ça. On va avancer un petit peu, je pense que continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. On peut faire un point rapide sur toutes les équipes. Je vois il y a beaucoup de questions sur Red Bull, notamment. Est-ce que Sergio Pérez a des dossiers sur Horner pour pouvoir... Alors moi, c'est vrai que c'est quand même un truc qui me... Parce que
c'est un truc qui me perturbe parce que on avait un Perez qui était prolongé quand il faisait des bonnes défenses pour Verstappen, qui l'aidait à marquer des points, etc. Aujourd'hui, il n'aide plus Verstappen. Et là, il fait un début de saison moins bon que l'an dernier puisqu'il n'y a pas de victoire et il est en train de reprendre de ses travers avec deux éliminations avant la Q3, ces deux dernières courses. On arrive au Canada où lors des deux dernières éditions, il n'était pas en Q3 non plus, donc c'est un peu compliqué pour Perez. Et Red Bull ne semble pas vouloir tenter Tsunoda. On peut faire un point Red Bull RB parce que c'est lié. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que il y a un schéma classique, enfin évident, pour Red Bull et RB qui serait de passer Tsunoda chez Red Bull et de faire débuter Lawson chez RBF1. Ils ont le pilote, ils ont des pilotes dont ils savent qu'ils sont bons, il faut le tenter parce que leur domination se termine. Clairement, comme on le dit depuis quelques émissions, Red Bull n'a plus d'avantage, n'est plus en position de force. Et la faiblesse de Perez par rapport à Verstappen, c'est une faiblesse pour Red Bull aussi aujourd'hui. Et même si Tsunoda fait pas beaucoup mieux, il y aura quand même la possibilité qu'il progresse et qu'il aille chercher des choses. Perez est au plafond de ses performances. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de voir justement un peu comme Mercedes en 2021 qui prolonge, enfin 2020 qui prolonge Bottas pour 2021 en se disant bah de toute façon on n'a pas mieux alors qu'en fait il y avait Russell derrière, tu vois. Est-ce que il y a pas ce côté où finalement c'est pas une erreur que fait Red Bull? Pour moi, oui, totalement. Après, le problème, c'est, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, c'est qu'à mon avis, en ce moment, c'est hautement politique entre Red Bull Racing et Red Bull GmbH en Autriche. J'oublie même encore Red Bull Thaïlande là-dessus parce que on sait très bien qu'Helmut Marko et Christian Horner sont a priori pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire pour le deuxième baquet Red Bull. Je pense que si ça tenait qu'à Marko, il mettrait déjà Tsunoda. Mais je suis pas sûr que Marco soit celui qui décide encore. Si effectivement la Thaïlande a décidé d'avoir le dernier mot sur les pilotes, je pense que ça doit discuter ferme aussi, parce que pourquoi conserver un Perez derrière? Je pense que Red Bull Thaïlande voit que le marché Red Bull aux États-Unis et au Mexique tient aussi beaucoup à l'image de Perez. Faut quand même voir chaque fois quand il se rend là-bas, la foule qu'il a pour lui et tout, c'est quand même voilà, c'est marketing, en termes de marketing, c'est énorme. Maintenant, je pense qu'ils peuvent très bien se passer d'un Perez pour continuer à vendre leurs canettes en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Et que oui, effectivement, il y a besoin de chambouler un peu tout ça. Je suis désolé pour Sergio Perez, mais quand vous évoluez constamment entre 3 et 5 dixièmes, pour pas dire plus des fois, de votre équipier, et que tous les autres soutiennent en 1 dixième, voire moins. Pour l'instant, c'est à part Sargent, effectivement, qui est un peu l'exception. Et Joe aussi, qui commence un peu à se faire larguer par Bottas. Je veux dire, Red Bull n'a plus le choix que d'avoir un duo de deux pilotes très forts pour le titre constructeur. Peut-être qu'ils se sauveront encore cette année, encore, j'en suis même pas sûr. Sur la tendance actuelle, je vois plutôt Red Bull dépasser au championnat constructeur assez rapidement et Verstappen arracher le titre pilote, mais pas si facilement que ça, quoi. En tout cas, pas à 5 ou 6 Grands Prix avant la fin, quoi. Non. Donc oui, moi, si je te suis sur l'aspect purement rationnel, je pense que, et de beaucoup de gens, c'est effectivement, mettez au moins Tsunoda à la place de Perez, ou recrutez un Carlos Sainz, voilà, au pire, si vous voulez pas faire progresser Tsunoda, parce que ne pas oublier aussi que Tsunoda, il y a le facteur Honda derrière, et que ça doit peut-être aussi beaucoup discuter de savoir qu'est-ce qu'on fait de Tsunoda par rapport à Honda, parce que est-ce que Tsunoda a une chance d'aller chez Aston Martin Honda en 2026 ou pas? Ça reste quand même une question qui est légitime et posée à ce moment-là, parce que Stroll n'a toujours pas signé de contrat, même s'il affirme haut et fort que c'est sa maison, c'est ce que dit Mike Rack. Il n'a pas besoin de contrat, il fait partie des meubles, hein, Stroll. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc tant qu'il a envie de continuer, il continue, mais au bout d'un moment, si Stroll, voilà, si Alonso reste sur ce rythme actuel, Stroll n'a pas trop de soucis à se faire. Si Alonso se réveille de nouveau un petit peu là et qu'il retrouve du poil de la bête avec l'Aston Martin et qu'il trouve le mode d'emploi des évolutions, qui se reprend du coup une petite pilule, que le Québécois se reprend une petite pilule, ça sera plus la même chose. Mais voilà, le côté de Tsunoda, à mon avis, il y a aussi un paramètre politique, encore une fois, derrière, sportif, qui est lié à Honda, qui fait que ça doit effectivement, bah voilà, si on met Tsunoda chez Red Bull, c'est en gros, bah Honda, vous dites, faites une croix dessus, en tout cas, pendant quelques années. Et ça veut aussi dire que Honda doit avoir l'assurance de la part de Red Bull que Tsunoda restera bien chez Red Bull, il ne se fera pas évincer au bout de 6 mois, comme Red Bull peut en avoir parfois l'habitude. Dès qu'un pilote leur plaît pas, au bout de 6 mois, on change, en cours d'année, on change. Voilà, il ne faut pas que Tsunoda se retrouve le bec dans l'eau à ne plus courir du tout. Et ça, Honda ne le supporterait pas du tout. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des questions. Alors, Tsunoda se ferait détruire chez Red Bull, rouler contre Max, c'est pas comme rouler contre Ricardo, mais Perez se fait détruire, et je suis sûr que Tsunoda, avec les performances qu'il affiche en ce moment, serait plus proche de Verstappen que les Perez. Il prendrait pas 3-5 dixièmes, je pense. Pas tout le temps, en tout cas.
Et qui c'est qui disait Lambeau Diablo disait est-ce que les pilotes ne sont pas dubitatifs sur la valeur du prochain moteur Ford? Mais oui, et en fait c'est pas un moteur Ford en plus, c'est un moteur Red Bull Ford. Donc bien sûr que je pense que Tsunoda, s'il a le choix, il aimerait peut-être tout autant aller chez Honda qui a quand même, a quand même réussi son moteur et a un peu moins d'inconnus là-dessus. Et effectivement, Red Bull pourrait tout aussi... Enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début quand on parle d'un départ de Verstappen. Red Bull est un pari énorme pour 2026 parce que il y aura plus New Way, il y aura plus Dan Fallows et il y aura plus Honda. Donc, Sur le papier, Red Bull Ford, en termes de moteur, c'est même pire qu'Audi, parce qu'Audi est ouais, quand même motoriste derrière et a fait des choses en hybride, hein, quand même. c'est ça. Ce que Red Bull Ford n'a jamais fait. Alors certes, ils ont recruté d'excellents ingénieurs un peu partout, mais ils partent de zéro. Ouais, ils partent de zéro et ils sont encore loin actuellement d'avoir fait quelque chose de concret. Euh, Après, voilà, donc ça c'est pour le RB Red Bull. Est-ce qu'il pourrait y avoir un échange de baquets entre Perez et Tsunoda dès cette saison ou dans Non. Tsushimaki? J'y crois pas trop. Ça, je ne pense pas que ça changera. Bon, chez Ferrari, c'est déjà validé. Hein, de toute façon, Leclerc Hamilton, ça on l'a déjà dit. Chez McLaren, c'est validé. Piastri, Il y a eu une rumeur comme qui a tourné ce week-end sur Hamilton qui pourrait finalement prendre sa retraite à la fin de l'année. j'y Je crois ne pas une sais seconde. pas d'où c'est sorti ça. Donc, Non, voilà. ça fait, voilà. Faut pas oublier que les rumeurs, on relaie pas mal de rumeurs quand elles sont concrètes ou qu'il y a du sérieux. Il y a aussi plein de rumeurs qui tournent qui ne sont pas du tout et ça, on relaie pas parce que, Voilà, c'est ça. On n'en parle même pas. Voilà. voilà, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a aucune raison que Hamilton prenne sa retraite en fin de saison. Au contraire, il a l'air d'être vraiment très impatient du défi Ferrari, donc il n'y a pas de risque. Euh, Mercedes. McLaren, ça bouge pas. Voilà. Mercedes, alors bon, peut-être il y aura Russell, peut-être Ocon sur une année, peut-être Verstappen. Il y a toujours l'espoir de la part de Toto Wolff, mais j'y crois pas trop, personnellement. Pas pour 2025, ouais, peut-être pas. Ouais. Antonelli qui a l'air de faire un super boulot. Aussi. Lui, c'est le gros, c'était la grosse cote, mais maintenant ça devient le ticket principal quasiment de dire. Il tourne 3 jours à Barcelone encore cette semaine. Je veux dire, ils ont vraiment intensifié les efforts, je pense, vraiment pour savoir ce qu'il vaut. Alors, il y a eu des petites rumeurs qui ont dit que effectivement Antonelli avait matché les longs relais de Russell et avait fait même mieux sur un tour qualif. Mercedes s'est quand même empressé de dire que c'était pas une comparaison directe, que ça n'avait pas tourné forcément les mêmes jours, que c'était pas les mêmes conditions et tout ça. Il n'empêche que Antonelli n'a pas le bagage de Russell sur une F1 et que et ça n'a pas été démenti. En tout cas, les performances relatées n'ont pas été démenties. Ça en reste pas moins extrêmement impressionnant de la part d'un jeune pilote. Donc voilà, pour que Anthony reste dans la tête de Toto Wolff et que lui-même ne l'exclut pas, parce qu'il pourrait très bien dire non, il est trop jeune là pour le coup, c'est sûr, on va. Là quand même, il le garde vraiment en tant qu'option. En option numéro 2, on va dire, presque derrière Verstappen, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une possibilité. Voilà. Maintenant, s'il peut avoir Verstappen en 2026, quid de George Russell ou quid du futur d'Antonelli, il faudra bien décider un des deux. Mais bon, en tout cas, Toto Wolff a compris qu'il fallait qu'il se garde le maximum d'options ouvertes possible jusqu'au très longtemps, s'il le faut. Parce qu'il a dit jusqu'à l'automne, moi, s'il le faut, je garde mon paquet ouvert. De toute façon, il a Antonelli qui est sous son aile. Lui, il a un super pilote, entre guillemets, ou un jeune pilote assuré. Voilà. Donc, il n'a aucune raison de se précipiter à signer. Il attend que politiquement, chez Red Bull, ça se décante, et à mon avis, ça va vraiment se décanter, à savoir si l'employé en question va aller jusqu'au judiciaire. Hein. Il était censé y avoir un rapport sur l'enquête en appel en interne qui devait sortir. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles à ce niveau-là. Mais Horner a l'air quand même bien protégé, et j'ai bien peur qu'effectivement tout ça traîne après plusieurs années au judiciaire. Donc ça veut dire que Horner sera protégé aussi plusieurs années. Donc ça veut dire que Verstappen n'est pas prêt de partir non plus, et que chez Red Bull, ils vont devoir vivre avec ça, quoi. C'est ça. Donc ça veut dire que Verstappen devra faire un choix, effectivement, de savoir si en 2026, est-ce qu'il vaut mieux miser sur un Mercedes ou un Red Bull. Et là, la clé, ça sera Helmut Marko. Voilà, si Verstappen veut partir, il faut qu'Helmut Marko change de crèmerie ou démissionne. Voilà. Ça, il a dit qu'il le ferait sans problème. Il le ferait, ouais, si Verstappen veut partir. Ouais. Laurentin demandait chez McLaren, est-ce que pour Cher qui est en IndyCar avec eux pour avoir une place sur le très long terme? On sait comment McLaren cote ses pilotes d'IndyCar, c'est assez bas, puisque Pato Howard, qui a fait quand même de très belles choses, n'a jamais eu de voix au chapitre. À mon avis, pour Cher, s'il veut tenter la F1, il peut revenir chez Stake, on en parle un petit peu après, mais chez McLaren, il n'y a aucune chance. Pas actuellement. Donc, les deux sont signés pour un long terme, mais je pense que Norris est finalement très content d'avoir signé à long terme aussi. Oui. Il s'était peut-être posé la question pour un petit moment au tout début d'année en voyant comment ça bougeait, et puis finalement quand il voit que McLaren a repris du poil de la bête de manière incroyable au point de jouer, il a gagné à Miami, au point de jouer la victoire à Imola sur la fin de la course, pas loin de la jouer aussi à Monaco, alors que c'est pas du tout un circuit qui est favorable. Je veux dire, ça fait comme 3 courses de suite, une que McLaren a gagné, et que les deux que McLaren aurait pu gagner. Donc je veux dire.
Là, c'est le bon pari pour Norris, et Piastri, il est effectivement, vu la chance que lui a donné McLaren, et pas Alpine, on le répète. Je pense que lui aussi, il a fait un très très bon coup en changeant de calendrier. Ah ouais, clairement. Non, c'est Clovis qui dit: encore faut-il que Mercedes montre qu'ils ne sont pas d'une trajectoire similaire à Alpine. Ils sont un peu dans des errements, mais la différence c'est qu'il y a un nouveau règlement qui arrive et eux ils savent faire des moteurs. Ils investissent et tout. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas. C'est pas du tout la même façon de gérer les équipes. Hein. Et il y a aussi le fait que les deux usines s'entendent bien mieux. Je disais tout à l'heure dans le chat que il y avait une usine en Allemagne, une usine en Angleterre. Non, c'est deux usines en Angleterre qui sont à quelques kilomètres l'une de l'autre, puisque c'est Brackley et Brixworth. Et dans les deux cas, ça se passe très très bien. Donc non, Mercedes, il y a quelque chose à revoir. Il y a des petits points qui vont pas, mais faut pas oublier que c'est une équipe qui fait 3e, 2e et 4e sur la nouvelle génération de voitures depuis 2022. Donc Et Mercedes a la chance d'avoir un conseil d'administration extrêmement attentif et dévoué à la F1, au point même que c'est eux-mêmes des fois qui votent là, par exemple pour Antonelli. Au départ, il y avait très peu de votes en faveur de titularisation d'Antonelli. Sur un dernier vote qu'il y a eu récemment, quasiment tous les membres du conseil d'administration, donc pas vraiment du conseil d'administration de Mercedes Group qui se tient en Allemagne, qui ont dit feu vert à Toto Wolff. Si tu as besoin de titulariser Antonelli, tu as notre feu vert pour le faire, quoi. Ouais. Et c'est pas le genre de truc que vous verrez chez Renault, par exemple, quoi. Chez Renault, ils sont très loin de tout ça. Eux, quand ils se réunissent sur la F1 là, c'est stop ou encore, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, voilà, comme le dit The Six Shell qui vient de poster son premier message, salut. C'est un tout petit peu plus stable de chez Mercedes, effectivement, il y a quand même rien à voir. Chez Aston Martin, Aston Martin, il y a un Alonso qui est en CDD et un Stroll en CDI. Donc pour l'instant, il n'y a pas de. Je sais plus qui parlait tout à l'heure de la puissance financière d'Aston Martin. Oui, ils ont une puissance financière énorme pour attirer à peu près n'importe quel pilote, mais en fait, ils ont Alonso qui est là pour au moins jusqu'à 2026 et Stroll qui ne semble pas remis en question pour 2025. 2026, on verra. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement prévu chez Aston Martin. Et quid de Tsunoda, parce que ça peut être le principal changement. Et je pense que Honda va essayer de taper du poing sur la table pour le faire aller là-bas, parce que aussi je pense qu'ils voient que le projet Red Bull à long terme c'est quand même dangereux pour Tsunoda, et je pense qu'ils seraient contents de voir que Tsunoda reste sous les couleurs Honda. Mais Honda partie évidemment des motoristes favoris pour 2026. Hein, je veux dire, vous pouvez miser sur un très très bon moteur chez Mercedes, chez Ferrari et chez Honda. Je pense que ces trois-là, ils nous sortiront un super moteur en 2026, ou alors se tiendront à quelques pouillèmes. Voilà, les projets les plus dangereux, ça va être forcément le moins dangereux, on va peut-être dire celui de Renault quand même. Voilà, même s'ils sont pas favoris, ils savent quand même faire des moteurs. Ensuite Audi. Voilà, et je pense le plus dangereux pour moi, c'est celui de Red Bull Ford, quoi. Oui, clairement. Clairement, je pense que ça c'est le plus risqué. Calabrese qui dit: j'ai cru entendre que Enrico Cardile, donc qui est chez Ferrari actuellement, pourrait rejoindre Aston Martin. Oui, il y a eu une rumeur là-dessus, effectivement. Ouais, il y a eu des bruits. Pour l'instant, c'est un peu lointain, mais pourquoi pas. Cardile comme Binotto d'ailleurs aussi, voilà. Qui pourrait rejoindre en Chief Technical Officer. Ce serait étonnant maintenant, quand même Cardile qui est quand même un des responsables des belles Ferrari actuelles. Si effectivement il y a le vent New Way qui arrive du côté de Ferrari, parce que pareil, le vent New Way il tournicote un peu dans tous les sens, hein. En ce moment. Une fois c'est chez Mercedes, une fois c'est chez Ferrari, une fois c'est chez Aston. Je dirais, là, on va attendre voire même chez Williams, on va attendre que ça se décante un petit peu. Oui, si New Way arrive, pourquoi pas, mais c'est pas New Way qui fera toute la voiture, quoi. Il sera là en rôle de consultant, donc perdre Cardile qui commence à pondre des super F1, effectivement, ce serait un coup dur pour Ferrari, quoi. Donc, je sais pas, effectivement. Il y a eu la rumeur, effectivement, je l'ai vu tourner, mais je l'ai vu tourner que sur un ou deux sites italiens et pas plus de confirmation du côté de nos sources à ce niveau-là. Donc, oui. Après qu'il y ait des discussions, forcément, hein, toutes les équipes essaient de se piquer les meilleurs ingénieurs. Laurent Stroll essaie de, franchement, voilà, il met l'argent sur la table s'il faut pour choper un New Way. S'il peut choper un Cardile aussi, effectivement, un Cardile, voilà. Vu la Ferrari qu'il a pondu, c'est très très normal qu'il ait reçu des offres. Donc voilà. Donc après recevoir des offres et les accepter, c'est autre chose. C'est ça. Nico dit par rapport à l'attractivité des motoristes, même Honda en ayant démonté l'activité et en devant reconstruire la structure. L'avantage de Honda, c'est que tous ceux qui ont été écartés du projet quand ils ont commencé à s'éloigner de la F1, ils étaient quand même en train de travailler chez Red Bull en tant que consultant, en tout cas sur l'exploitation du moteur. Donc en fait, la structure, elle est quand même déjà encore bien présente. Et au final, ils ont largement de quoi travailler dès maintenant et même dès l'an dernier, parce qu'en fait, c'est l'an dernier qu'ils se sont réimpliqués de manière plus intense.
Donc au final, il y a pas de... Eux, ils ont repris le train au bon moment, je pense. Oui. Après, comme le moteur était gelé aussi, ils n'ont pas eu grand-chose non plus de plus à faire que de l'exploitation de moteur Mm, et de la fiabilisation si besoin, mais la fiabilisation actuelle, elle est quand même extrêmement limitée. Donc, c'est on nous ça. pose juste la question de savoir si j'ai du mal à voir Ferrari tout remuer, faire rentrer Newey. Alors, ils remueront pas tout. Newey arriverait un peu comme un consultant. Ouais, c'est un électron Euh, libre un peu. D'ailleurs, on en parlera aussi, parce que quand on va reparler, je sais pas si on reparlera d'Alpine un petit peu, parce qu'on parle un peu aussi de la partie technique Mm, d'Alpine. on peut. Alors, on va peut-être en parler juste effectivement l'arrivée peut-être de Flavio Briatore en tant que super consultant, superviseur, ce que vous voulez, carnet d'adresse. Pour moi, je l'assume totalement, ce serait une honte. On en avait parlé pendant le live ou pas du tout? Non, c'était pas c'est arrivé après. Live du Grand Prix. C'est arrivé après, hein, je crois. Ouais, on en a pas parlé du Mm, coup, non, effectivement. non. C'est peut-être bien qu'on y passe un peu quelques instants là-dessus. Pour moi, ce serait une honte ultime pour cette équipe Pas de pareil. devoir, Pareil, devoir ranger comme ça, de mettre la poussière sous le tapis de ce là, qui est c'est plus de arrivé la poussière, là, c'est des débris, c'est des 2008. ruines. Je veux dire, quasiment tout le monde est unanime sur les réseaux sociaux pour dire mais quelle honte, quelle honte. La rumeur Alors, a fait prendre un shitstorm à Alpine, donc j'imagine même pas si ça se confirme. voilà, donc il y avait ça. Et l'autre question du coup chez Alpine, est-ce que Whitley pourra arriver pour remplacer du coup Fama Whitley, pour l'instant, il est sans contrat jusque pour l'année prochaine. Et il assume de dire que s'il peut trouver une poste de directeur d'équipe, il saisira. Maintenant, à l'heure actuelle, qui est le 3 juin à 19h53, il n'y a pas d'offre de la part d'Alpine, en tout cas acceptée et communiquée. Mm. Donc voilà, est-ce que aussi Alpine a vraiment envie de se passer Bruno Fama aussi, ça reste à prouver aussi. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de choses très claires non plus en la matière. Ça reste des rumeurs. Alors à Tchoum, non, on n'aurait pas droit à un nouveau Crashgate, je pense pas, quand même, ils iraient pas jusque-là, mais le problème, c'est que déjà, tu fais revenir la personne qui a fait le plus de tort à l'image de Renault, qui a quasiment engendré le départ de Renault de la Formule 1, qui a engendré enfin comment dire ouais vraiment une grosse période sombre pour la marque, qui a engendré des départs et donc des trous financiers énormes puisque ING a stoppé son contrat avec Effet Immédiat à l'époque. Enfin, il y a vraiment, ça allait très très loin en fait. Donc c'est fou. Comme dit X1, ça a engendré Gérard Lopez. Donc c'est pas terrible quoi. Ouais, non, franchement, ça c'est fou. Alors certes, c'est pas Luca De Meo à la barre à l'époque, c'était Carlos Ghosn, je crois déjà, qui était là. Ça. Mais ça n'empêche pas que cet homme, enfin, je veux dire, il est marqué à vie par ce scandale, je veux dire. Bien sûr. Et, déjà qu'il a un rôle entre guillemets au sein de la FOM, à s'occuper du paddock club, les VIP, ouvrir son carnet d'adresses sur les milliardaires et faire venir pas les têtes couronnées, mais voilà, les gros investisseurs, les gros entrepreneurs dans le paddock de F1, c'est déjà extrêmement bien qu'ils s'en tirent comme ça, mais le faire revenir avec un rôle plus ou moins officiel au sein d'une équipe, qui plus est celle qu'il a plantée lui-même il y a quelques années, je suis même pas sûr qu'aussi à Enstone ce soit hyper bien accepté, hyper bien vu, quoi. Non. Parce que je veux dire, ces gens-là aussi, ils ont souffert de ça, quoi. Ouais. Je veux dire, imaginez vous quand vous êtes et souvent ces gens-là ont des familles et il y a des enfants dans les écoles et puis voilà, les enfants sont traités de tricheurs et tout. Ton papa est un tricheur ou ta maman est Ouais, un puis ça tricheuse. engendre des licenciements, enfin, Énorme. il y a un tas de choses qui sont passées chez Renault après le Crashgate, ça a eu une magnitude énorme et encore une fois, ça a sali la F1 et ça a sali Renault. Donc un mec comme Briatore, moi, enfin, je le dis déjà depuis son retour en tant qu'espèce de VIP, enfin pote des VIP de la F1, il n'a rien à faire en Formule 1, il n'a plus rien à faire. C'est comme, je sais plus qui a fait la blague. Oui, c'est Mathieu qui a dit, on a des nouvelles d'Armstrong en conseiller de directeur du Tour de France, mais c'est exactement ça en fait. Exactement, oui, c'est des gens qui salissent l'image d'un sport, qui salissent l'image d'une équipe et à qui on redresse un tapis rouge derrière. Et pour moi, ça montre rien que le fait que ce soit évoqué déjà, ça montre le marasme dans lequel se trouve Alpine. Parce qu'en plus, encore une fois, Briatore, on n'a aucune garantie sur le fait qu'il ferait quelque chose de bien. En fait, il serait sûrement là pour dire des trucs, mais encore une fois, c'était un très bon directeur d'équipe il y a 20 ans. C'est il y a 20 ans que Renault gagne ses titres avec lui. La F1 a changé depuis et je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup mieux maintenant et qu'il serve à vraiment quelque chose maintenant en fait. Mais en plus, j'ai vu certains qui disent ouais, Flavio Briatore chez Alpine, du coup, ça veut dire un retour d'Alonso chez Alpine. Non. Non. Évidemment, c'est pas parce qu'il reste le manager,
conseiller financier, ce que vous voulez, voilà, entremetteur, on va dire, au mieux, voilà, qu'Alonso va quitter Aston Martin pour Alpine. Donc ça, tout de suite, je vous le dis, même si Briatore arrive chez Alpine et Dieu nous en préserve, voilà. Et pourtant, j'avoue que je suis pas du genre tout le temps à invoquer Dieu, mais là, je vois que lui invoquer. Et pourtant, je suis pas croyant. Voilà, je vois pas Alonso revenir une troisième fois, non, quatrième fois, c'est ça? Quatrième fois, quatrième passage à Enstone. Pour ses 50 ans, peut-être, pour fêter ses 50 ans, peut-être qu'il fera un petit tour, un petit coucou, mais non, voilà. Comme le dit Nico, il a quel âge déjà, le futur d'Alpine? Bah oui, c'est ça, Briatore, c'est 73 ans, je crois, donc c'est problématique. Lambeau Diablo dit on a du mal à avoir la vision de Méo pour Alpine, ça je suis assez d'accord, hein, de toute façon. Il n'y a aucune vision, de toute façon. Non. Enfin, aucune vision, je vais pas dire ça non plus, mais il n'y a pas une vision du style je suis impliqué là tout le temps, je vous mets les ressources pour, et on recrute qui il faut, et on met l'argent sur la table où il faut. On va pas se dire, si on a envie de mettre 20 millions, 25 millions pour un pilote, on l'a peut-être fait qu'une fois, c'était pour Ricciardo à l'époque. Ouais. Et c'est tout. Je crois que c'est le seul coup de maestria. Oui. Peut-être Alonso, allez, pour le retour, je sais pas combien il touchait, mais c'est vrai qu'effectivement. Bon, ouais, il touchait moins, il touchait 8, je crois. 12. C'est ça, oui. Il était comme moins coté, entre guillemets, pour son retour en F1. Mais voilà, à part ce coup-là, on n'a jamais vu un signe très très fort de Renault en disant on veut réussir, on met l'alias de billets sur la table, quoi. Ça, c'est un truc spécialiste un peu des constructeurs français. Et je veux juste citer 4 messages parce qu'on parlait de ce que fait le retour de Briatore chez Alpine en termes d'image. Hervé Alecross nous dit faire revenir Briatore, ça veut dire que Alpine est perdu et ne sait pas comment s'en sortir. Jockey nous dit si Briatore revient, c'est que De Meo a toujours rien compris à la F1. Jonathan, qui poste pour la première fois, donc bienvenue à toi, dit ils sont vraiment au fond du trou Alpine. Et The Sick Shell dit s'ils en sont vraiment à discuter avec Briatore, il ferait mieux vendre Andretti. Et je trouve que tout est résumé dans ces 4 messages en fait. Tout est résumé. Et moi, c'est vraiment l'image que j'ai d'Alpine actuellement. C'est que là, si vraiment, pour moi, c'est le dernier clou du cercueil. En fait, si on fait revenir Briatore, ça va forcément mal se passer. Et je pense que Ocon fait bien de quitter ça, en fait, même, tu vois. Avec le budget de cap, comment De Meo pourrait remettre de l'argent s'il le voulait? Et en fait, c'est les pilotes étant déjà... Enfin, t'as beaucoup de salaires qui sont en dehors du budget de cap, donc tu peux les investir, tu peux investir beaucoup d'argent là-dedans. Ils ont eu un peu plus de budget capex, mais en fait ils ont tout englouti dans les infrastructures en quelques semaines. Alors est-ce que c'était une bonne idée? On verra ça malheureusement dans plusieurs mois, plusieurs années. Mais en tout cas ils ont tout englouti. Et voilà, le problème n'est pas sur les pilotes, mais tu as quand même un signe à envoyer quand tu recrutes des grands noms en fait. Encore une fois, si tu as Gasly, Ocon, avec une voiture qui joue la dernière ligne, et que l'an prochain, par exemple, la voiture joue 6-7ème ligne, mais que tu as, sans vouloir être méchant avec eux, Douane et Joe, et bah tu n'envoies pas un bon signal, et tu n'envoies pas le signal d'une équipe forte, d'une équipe d'investissement. Investir, c'est aussi investir dans son image, et ça, dans la F1, tu peux investir dans l'image en recrutant des très bons directeurs, des très bons, des gros salaires qui sont populaires et qui sont aussi dans la réussite, et des grands pilotes. Et si aujourd'hui il joue petit bras et qu'il se contente même à Gasly Schumacher, c'est très bien d'avoir Pierre en leader, mais c'est un peu short pour une équipe qui a les ambitions, je le rappelle parce que c'est quand même les termes de Laurent Rossi, ou de De Meo d'ailleurs, d'être le Ferrari français. De Meo, ouais. On en est loin. Très loin. Voilà, comme le dit Nico, il y a des leviers financiers pour optimiser. Quand on voit que McLaren a recruté des dizaines de comptables pour ensuite trouver de la marge et recruter des ingénieurs, est-ce que Alpine a fait ça? Et je pense qu'Alpine, il y a une gestion, mais qui est par-dessus la jambe de tout ça. J'ai trouvé un avocat, ça serait cool. Ça se pourrait pas mal. Et puis, ouais, distribuer les numéros de téléphone, ce genre de choses. Enfin, vérifier que quelqu'un vérifie les répertoires, et ce serait pas si mal. Pour en finir avec notre petit tour des transferts James Allison a disparu, non? James Allison est directeur technique de Mercedes. Ah oui. Allison, pour le coup, oui, il était passé consultant à l'époque où Mike Elliott était directeur de Mercedes. Elliott ayant fait un peu des erreurs, il est revenu. Ah oui, Mike Elliott, par contre, lui, il a disparu puisqu'il a quitté Mercedes pour l'instant. Mais en même temps, est-ce que c'est la solution aussi? Ça reste à voir. Non, effectivement, si Briatore pouvait juste faire jouer son carnet d'adresse pour recruter 2-3 ingénieurs ou personnes stars style Jonathan Whitley, voilà. Pourquoi pas, tu restes un mois ou deux, tu aides à recruter quelques grands noms comme ça et tu te barres. Mais tu fais pas plus, quoi. Ou en tout cas, tu le fais dans l'ombre, je pense. Voilà, Pardon, a raison. En fait, quand il a dit on est le Ferrari français, c'était le Ferrari des années 70. Bon, on savait pas exactement. Années 80 même, je dirais.
Après, bon, on va faire un peu l'avancement sur le tour. Donc, on a fait RBF1 qui est 6ème, on a fait Alpine. As, très probablement Berman, hein, de toute façon, Oui, ça, c'est déjà ultra favori. ultra Ouais. favori. Et Magnussen ne restera pas non plus, je non, pense. je vois pas Pas trop Magnussen dans jouer. il est pas trop dans les bonnes grâces de Komatsu, on va dire. Et puis Non. je crois que Magnussen, il a fait son temps aussi chez As. Je pense. Et Il a sauvé l'équipe en revenant effectivement après l'épisode Mazepin, mais voilà, son comportement, il y a pas mal de choses qui font que voilà, ils ont peut-être envie de miser sur autre chose aussi. Je pense que Komatsu aussi a envie d'imprimer sa marque derrière sur les pilotes, en plus, après l'avoir imprimé sur l'ingénierie. Et effectivement, un duo, moi je vois très bien un duo Ocon-Berman, effectivement, si Ocon ne va pas chez Audi. Hein. Voilà, on a déjà parlé tout à l'heure. Rembobiné pour ceux qui pour ceux qui est arrivé sur ce chapitre. Zuki nous dit il faut Mazepin, c'est lui qu'il faut pour de la F1 panache. Oui, F1 panache, on l'a déjà vu avec lui. C'est pas fou. Chez Williams, alors là, c'est possiblement le hold-up de l'année qui peut être fait, puisque alors il y a un projet à long terme qui est très très solide chez Williams. Pour l'instant, le fait est que c'est une des équipes qui est dans les trois dernières du fond de grille, et ils ont Albon qui a prolongé à long terme. Et l'autre favori, c'est Sainz. Donc, comme je l'avais dit dans une émission Grand Prix il n'y a pas longtemps, c'est quand même le duo qu'on imaginait potentiellement chez Red Bull en 2025 à un moment. Donc, là-dessus, bravo à James Vowles s'il arrive à verrouiller ce duo. Sinon, ce sera sûrement Bottas-Albon de toute façon. Oui, un des deux. Je pense que là, sur ce coup-là, on est à peu près sûr de ce qui va se passer chez Williams. Ouais. Le gros point faible, évidemment, ça reste les infrastructures de Williams pour l'instant. Mais bon, ça se rattrapera forcément que en quelques années. D'ici là... comme disait James Vowles, hein, c'est à charge aux ingénieurs, et aux concepteurs et mécaniciens et techniciens de Grove de réussir à compiler 3 années en une pour rattraper le retard. C'est un peu ce qui est demandé actuellement, et de faire avec les moyens du bord, parce que voilà, le CAPEX, ce qui est le budget investissement, qui est en dehors du budget de fonctionnement que vous connaissez, il est malheureusement limité, hein, puisque voilà, même s'il y a une porte de sortie qui a été trouvée pour les petites équipes pour qu'elles puissent effectivement investir un peu plus que celles qui sont plus richement dotées, ça va mettre quand même quelques années encore pour voilà. Et puis il y a eu des petites rumeurs des choses qui ont circulé. On aurait vu une Ferrari du coup circuler du côté de ça a été je crois que c'était pas en lien finalement, mais non mais il y a des choses qui se passent clairement chez Williams, et effectivement de toute façon Sainz, James Vowles a dit, il a clairement dit que c'était le favori, puisqu'il le voit comme un des meilleurs, un des pilotes les plus cotés actuellement. On parle toujours du projet de Vowles, mais pour raison détaillée. Alors on y reviendra un peu plus en détail, mais en fait Vowles a dit que lui il avait une vision totalement différente. Déjà il y a eu beaucoup de reprises techniques de Williams, c'est-à-dire de réorganisation dans toute la gestion de la technique, gestion opérationnelle, gestion logistique, qui n'était pas là avant, et il a en fait amené un nouveau souffle en termes de communication avec son équipe, et en termes d'établissement des problèmes et de plans pour les gérer, qui fait que Williams n'est plus dans la dynamique dans laquelle elle était avec les anciens dirigeants, où là on était plutôt sur quelque chose de très... on mettait un peu la poussière sous le tapis, et puis on disait... ça va aller mieux. Je pense que Vowles est beaucoup plus cash, et il fait de la micro-gestion, comme il explique, c'est-à-dire qu'il va voir chaque département, et qu'est-ce qui va pas, comment on peut faire pour vous aider. Il fait ça avec tout le monde dans l'usine. C'est ce qu'il a expliqué un petit peu. Voilà. Puis effectivement, que tu as dit que la partie processus qui était absolument inexistante, vous faites à la main, hein. Quand on rappelle cet épisode quand même, quand il a rappelé que les pièces, le suivi des pièces se faisait sur un tableau Excel, quoi. Je veux dire, c'est même pas rentré en informatique sur un tableau de gestion, les flux entrants, les flux sortants, les flux de production. C'est dingue, ça, c'est pas du tout. Donc pour planifier des évolutions, ça c'était extrêmement compliqué. Donc voilà, donc tout ça c'était normalisé, ça lui a pris presque une année complète, hein, pour tout mettre ça tout en place. Et maintenant que ça c'est en place, bah voilà, il faut que il demande à ses hommes de cravacher. Et voilà, c'est un peu et la microgestion, c'est clairement ça aussi, son point fort, comme il le dit, c'est d'aller voir effectivement chaque strate de l'usine et chaque domaine. C'est pas du tout une gestion pyramidale au sens classique du terme. Et c'est des décisions aussi de vision d'avenir, avec la gestion des contrats et ce genre de choses, qui font que c'est un peu plus facile. Thomas demande, est-ce qu'on peut croire à un Sainz qui se crame à force de jouer la montre? Il a pour lui le côté... il a pour lui sa vitesse de pointe et sa capacité à faire des choses très très bien, et le fait qu'il connaisse cet optime, donc je pense qu'il arrivera toujours à atterrir quelque part, mais c'est vrai qu'il y a un monde dans lequel il se loupe, et où il se retrouve chez Alpine à mon avis, mais bon, peu probable je pense.
peu probable, ouais, effectivement. Je pense que c'est plutôt lui qui a actuellement la carte en main, puisque vu que Mercedes a verrouillé du côté de, en disant que ce serait non à Sainz, hein, voilà, ça, pour le coup, c'est assez clair. C'est un peu Sainz qui détient la prochaine carte des dominos, donc de la décision de Sainz dépendra celle d'Ocon, certainement. Mm. Si se dispute bien le baquet Audi, hein. Si ça se trouve, si Ocon a déjà décidé d'aller chez As, il n'y aura aucun effet domino. Oui, Si demain vous avez une annonce de Ocon chez As, ça ne bougera pas plus le marché des transferts que ça. Sauf qu'on a juste un pilote en moins à caser. Mais voilà. Par contre, si vous avez un Sens qui décide d'aller chez Audi, derrière, c'est effectivement sur un effet domino, moins sur Ocon derrière directement. Et sur pareil chez Williams qui prendra Bottas, du coup, et ça se résoudra assez vite, quoi. Mais certainement aussi chez Red Bull, par contre, ça peut attendre. Hein. Vous avez, s'ils ont le choix entre Perez et Tsunoda, pareil. Perez, Tsunoda, Lawson, ils ont du monde. Adjar, même derrière, au cas où, si vraiment il faut aller, ils arrivent. Pour l'instant, voilà, la filière Red Bull, elle est assez remplie et ouais. nourrie pour que eux soient, entre guillemets, indépendants du marché des transferts. Parce qu'ils ont cette peur de pas, voilà, de reprendre Sainz et de foutre à côté de Verstappen. Et ça, C'est ça. je le comprends toujours pas. Voilà. Ouais. Et justement, Carion qui poste pour la première fois, bienvenue à toi, dit Perez toujours en lice chez RB, il regarde pas ailleurs, il regarde pas beaucoup ailleurs, hein, comme on le disait tout à l'heure, on te laissera revoir la vidéo si tu veux, mais il regarde pas beaucoup ailleurs, c'est un peu ce qui nous étonnait aussi, c'est que Perez soit encore la priorité malgré le plafond qu'il atteint. Et donc dernière équipe, alors on en a déjà un peu parlé, mais c'est Stake, parce que Stake malgré tout ils sont dépendants d'Ocon et Sainz, mais Sainz peut aller chez Williams et Ocon chez Haas, donc au final eux se retrouvent avec une place toujours libre. Hülkenberg, on le rappelle déjà. Voilà, parce que Hülkenberg a déjà signé pour l'an prochain, et dans ces cas-là, est-ce qu'ils iraient chercher Gasly, ou est-ce que quelles sont leurs autres options à part ces pilotes-là? Garder Bottas, ça reste quand même pour l'instant une option possible, on va dire. On peut pas totalement exclure non plus. Hein. Bottas, ça reste aussi une valeur sûre, peut-être aussi un guide, peut-être pour une seule année. Ça se trouve, peut-être qu'effectivement, si tout le monde ne verrouille pas sur plusieurs années, ça va aussi dépendre de la longueur des contrats qui va être signé. Hein. Ça va être aussi un paramètre général. Mais bon, en général, on peut penser que ceux qui vont signer en 2025 seront là au moins aussi en 2026, donc on peut dire au moins 2 ans. Donc c'est vrai, est-ce que s'engager avec un Bottas pour 2 ans, est-ce que Bottas voudrait l'accepter? C'est-à-dire, en gros, je ne fais qu'une seule année sur le vrai projet Audi. Il veut comme du long terme, il veut quand même pouvoir voir un peu plus loin, donc je pense qu'il favoriserait plus clairement peut-être un projet, s'il a la possibilité, chez Alpine peut-être de 3 ans. Voilà. Voilà, après pour Bottas, c'est pas non plus hyper garanti qu'il puisse se garder une place non plus, mais à 99%, comme il le dit, il est là. Il dit à 100%, ce sera quand il aura signé. Pour l'instant, c'est à 99%. Donc, évidemment, il n'y a pas de, dans tous les dominos qu'on a placés, il n'y a pas pour l'instant un domino où Bottas n'aurait pas du tout sa place. Oui, c'est ça. Sauf grosse surprise, ou sauf décision totalement irrationnelle, évidemment. Mais pour l'instant, a priori, voilà, il n'y a pas de raison qu'il saute, quoi. Il serait ou chez Alpine, ou chez Williams, ou chez Audi, quoi. Voilà. Et la Poulcave parle de Pourchère, évidemment. Pourchère, justement, j'avais dit tout à l'heure qu'on en reparlerait, reste une option, puisque il est toujours le pilote de la Sauber Academy. Il fait des très belles choses en IndyCar, encore un top 10 hier, et enfin son premier top 10 hier, donc encore une très belle perf. Et l'autre jour, Alessandro Unibravi a dit au micro de Canal que il avait un autre nom, et il a été poussé un peu par Eric Boulier pour le dire, mais il y avait un autre nom que juste Gasly, Ocon ou Sainz, et on peut penser rationnellement, au-delà de Bottas évidemment, qui est un nom un peu naturel, que l'option Pourchère, elle aussi, est envisagée en fait, parce que malgré tout c'est un pilote excellent, ils savent de quoi il est capable parce qu'ils ont fait des EL1 avec lui et beaucoup de tests, et que finalement dans un marché où tu as pas de pilotes réellement qui sont, enfin pas beaucoup de pilotes qui sont intéressés pour rester chez toi, et que tu as du mal à recruter plus que tu le pensais, et ben aux côtés d'un Hülkenberg qui lui apporte une stabilité d'expérience, une stabilité de performance, lancer un Pourchère, c'est, moi je trouve que l'option se justifie beaucoup plus maintenant qu'on sait qui sera le premier pilote, enfin l'autre pilote chez Sauber l'an prochain. Tout à fait. Donc voilà. Après voilà, pour le tour, je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions aussi. On refera un live dans la semaine si les choses se précipitent d'un côté ou de l'autre. On attend une annonce Red Bull, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais je suis pas sûr. Je sais même pas si ce sera vraiment avec un pilote ou s'ils vont juste nous montrer une livrée, parce que ils ont 3 livrées spéciales cette année, donc peut-être qu'ils vont commencer à montrer une des livrées choisies. On sait pas trop pour l'instant ce qui mijote. J'ai du mal à croire qu'il prolonge Perez quand même si tôt que ça. Il y avait des rumeurs à Monaco, effectivement, que Perez était sur le point de lui voulait 2 ans, mais que Red Bull a répliqué avec une seule année. Est-ce qu'il aurait accepté du coup une seule année? Voilà. Enfin, je pense que de toute façon, il est pas en position de force, Perez. Ah bah non. Je pense que si l'on propose 1 an, je veux dire,
Oui. signe, quoi. Déjà, imagine qu'à Monaco, ils ont potentiellement proposé à un mec qui, avec la RB20, s'est qualifié 18ème et s'est craché au premier Oui, tour. et qui, de course avant, a failli sortir son coéquipier au départ, quoi. Donc, Oui. à Et Miami, qui, une quoi. course avant, n'a pas vu la Q3. Moi, je veux dire, Voilà. ça fait un peu mal. Donc voilà, en tout cas, oui, c'est vrai qu'ils ont rien à perdre de jouer la montre. Donc on refera un live si jamais quelque chose se passe. Sinon, on se retrouvera sur NextGen Auto pour des articles à partir de jeudi sur le Grand Prix du Canada, puisque Jeudi soir, ouais. voilà, Suivi 20h30, on a la journée média qui commence à Montréal et les essais libres seront à 19h30 et 23h vendredi. Les essais et qualifs ce sera à 18h30 et 22h, je crois, samedi, et la course à 20h. C'est ça. Donc, Voilà. restez, si on branchait, ça risque un peu de bouger. Je sais pas si ça va bouger tout de suite demain ou pas, mais bon, effectivement, les annonces peuvent commencer effectivement à arriver. Si c'est pas avant le Canada, je pense que d'ici l'Espagne, on commencera à y voir beaucoup plus clair. Oui, clairement, je pense aussi. Je réponds juste à 2-3 autres questions, parce qu'il y en a eu Oui. Calabres qui demande possible une annonce de leur RB17. Non, la RB17 sera présentée à Goodwood en juillet. Oui. Une présentation fixe, ce sera pas la voiture qui roule. Annie Soaz qui dit, poste pour la première fois dans le chat, bienvenue à toi, dit quid du mythe de Papa Stroll qui virerait son fils par manque de performance. Comme tu dis, c'est un mythe. Je pense que pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Parce que ça se ferait pas comme ça se ferait plutôt soit j'arrête le sport automobile, soit je vais voir en WEC ce que va donner le projet de l'Aston Martin C'est ça. Valkyrie. Mais même s'ils ont dit 2025, on sait pas où en est le développement de la Valkyrie, donc je pense qu'il y a aussi un doute là-dessus. En tout cas, merci à ceux et ceux qui nous disent merci, et puis merci d'avoir été là. Merci pour ceux aussi qui n'ont pas parlé dans le chat, et on se retrouve donc ce week-end pour le Grand Prix du Canada sur NextGen Auto. Oui, Franck. J'ajoute quelque chose, c'est qu'on va pouvoir effectivement maintenant devenir affilié Twitch aussi. Oui. Vous allez aussi, normalement à partir de, je pense, peut-être demain ou ce soir, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir activer ça. Ouais. Bref, vous allez pouvoir le faire, vous abonner. Faut la réponse de Twitch, mais en tout cas pour le prochain live, vous pourrez vous abonner effectivement. Faites-le pendant le live, ça fera un train de live comme ça. C'est ça. Et ça puis voilà, vous pourrez nous soutenir un peu plus aussi, parce qu'on essaie de faire plus de live et plus de choses, de contenu aussi vidéo, parce que c'est une plateforme qu'on veut développer et ça paraît un très bon complément du site. Mais encore une fois, vous êtes aussi très nombreux sur le site à nous lire, donc ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve de toute façon mardi prochain sur Twitch au plus tard dans Grand Prix pour un débrief du Grand Prix du Canada avec la fine équipe comme d'habitude. Cool l'abonnement Twitch, merci, avec plaisir en tout cas. Merci à tout le monde, passez une bonne soirée et puis on se retrouve très vite. Ciao. Merci beaucoup, bonne soirée.